Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Beaucoup de choses à évoquer avec vous dans l'actualité. La cessation des hostilités entre l'Iran et Israël. Après 12 jours de bombardements intenses de part et d'autre, Donald Trump, qui a envoyé ses avions pilonner les installations nucléaires iraniennes, a imposé ce cessez-le-feu. Il s'en est félicité cette semaine. On verra que le président américain a fait un véritable show lors d'une conférence de presse, se posant littéralement en leader incontournable du monde occidental. On va parler aussi du sommet de l'OTAN à La Haye. Les dirigeants des 32 pays membres se sont réunis pour évoquer des questions stratégiques, mais surtout budgétaires, car bien peu de pays atteignent le niveau de dépenses qui est requis pour faire partie de l'Alliance, parmi eux la France, bien sûr. On verra ce que vous en pensez. Et surtout, Michel, on entendra le général de Gaulle évoquer l'OTAN. On se souvient qu'il avait sorti la France de son commandement intégré en 1966. Vous nous rappellerez pourquoi. Et puis on va évoquer cette fameuse Europe de la défense dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit qu'elle s'est enfin réveillée. Une semaine après la fête de la musique, la France a toujours la gueule de bois et on ne parle pas seulement de Paris mais de nombreuses villes de France. Près de 1500 interpellations, des blessés, des dégâts, des attaques au couteau, au ciseau et surtout à la seringue. Un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui a pris une ampleur inédite. On verra ce que cela dit pour vous de notre société. Et puis parmi les autres sujets que nous allons évoquer, la créolisation de la langue voulue par Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, Michel Onfray, qui veut rebaptiser la langue française en langue créole, au prétexte que les Français s'y feront, car finalement 40% d'entre eux parleraient une langue étrangère, selon ces chiffres à lui. Là encore, j'attends votre avis. Et puis le point philo, Michel, à la fin de l'émission, on parlera de la sagesse dans la vie par Schopenhauer pour évoquer la guerre et la paix. La guerre est naturelle, selon lui, et la paix est une construction. Sujet ô combien d'actualité. C'est parti pour aujourd'hui, mon cher Michel. On commence par la situation qui semble s'apaiser entre l'Iran et Israël, notamment après cette intervention américaine spectaculaire qui a frappé des infrastructures d'enrichissement de l'uranium actif qui permettrait la construction de l'arme atomique. Donald Trump a imposé un cessez-le-feu aux deux parties. Il assure que le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs décennies. Écoutez les mots du président américain. La dernière chose que l'Iran veut à présent, c'est de développer quoi que ce soit. Ils veulent juste se relever. Nous ne laisserons pas ça arriver dans tous les cas. Ils ont accepté le cessez-le-feu, un arrangement équitable. Les deux parties ont dit ça suffit. Non, ils ne veulent pas développer la bombe nucléaire. Vous imaginez après tout ça? Comme s'ils allaient se dire « Ok, allons-y, développons la bombe ». Ils ne construiront aucune bombe avant longtemps. Cette frappe a mis fin à la guerre. Je ne veux pas utiliser l'exemple d'Hiroshima ni Nagasaki, mais c'était essentiellement la même chose. Cela a mis fin à la guerre. Si nous n'avions pas stoppé leur enrichissement nucléaire, ils seraient en train de se battre en ce moment même. Voilà pour Donald Trump. Michel Onfray, il s'est exprimé au moment du sommet de l'OTAN à La Haye. Qu'est-ce que vous pensez de ces mots qu'il vient de prononcer ? Il y a une phrase de Nietzsche qui est très intéressante, pas seulement pour lui, pour tout le monde, mais Nietzsche dit « Ce qui me gêne, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Et lui ment tout le temps. Tout le temps. Les hommes politiques mentent beaucoup, mais en démocratie, ils font semblant de ne pas mentir, d'expliquer. Ils ont dit, mais quand même, c'est pas ceci, c'est pas cela. On passe à côté. Quand on dit à Mélenchon, vous vous rendez compte, l'époque où vous étiez contre le voile, où vous étiez contre les mollahs, où vous étiez contre la théocratie, et qu'on lui fait voir les images. Aujourd'hui, d'abord, il les commande pas. Il insulte les gens, disant, vous êtes qui, vous, pour me permettre, des questions comme celle-ci. Mais les frappes, elles ont bien eu lieu. Alors, ça, c'est réel. Écoutez, n'existe que ce qui est montré, n'existe que ce qui est dit, et quand les choses sont montrées par des agences qui sont des agences de communication, et qui vous fabriquent des images en vous disant réalité nouvelle, intelligence artificielle, simulation, etc. Alors oui, évidemment, c'est écrit simulation, simplement vous assistez à des images comme à un film de Top Gun, et d'un seul coup vous dites, mais le réel et la réalité et la fiction, tout ça se trouve mélangé. Qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir? Je l'ai vu à la télévision. C'était une pub à l'époque, c'était vu à la télé. Donc ça validait. Maintenant, des fois, c'est vu à la télé, donc évitez-le. Et là, les images qui sont données, les commentaires qui sont donnés, ce que raconte Trump fait qu'on ne peut plus croire qui que ce soit. Du genre, je vais agir dans les 20 jours ou dans les 12 jours, etc. Il sait qu'il intervient dans les 48 heures. Il ne dit rien. Ces gens-là devraient apprendre, Macron aussi, et tous les chefs d'État dignes de ce nom, ce que faisait le général de Gaulle, apprendre le silence, apprendre le poids de la parole.
C'est-à-dire, vous avez le mensonge par omission. Oui, vous avez le mensonge par... Il y avait, moi je me souviens quand je me confessais jadis, le mensonge par omission. On ne disait pas. Par action, par pensée et par omission. Donc vous pouviez dire je n'ai pas fait ça alors que vous l'aviez vraiment fait. Et l'omission, c'était vous vous débrouillez pour qu'il n'en soit pas question. Donc vous ne dites rien quand vous êtes chef de l'État et vous apprenez à vous taire, à tenir votre langue, à être silencieux. Mais dans l'ère des fake news, tout est devenu fake news. Quand on commence à toucher à la vérité, il n'y a plus du tout de vérité. Et on nous dit que la vérité, elle est partout. Donc il y a des images qui nous montrent que, comme avec Top Gun, tout a été détruit, tout a été cassé, et lui, il arrive en capitalisant là-dessus, y compris à l'OTAN, en disant « je suis l'homme qui a fait ça ». Bien sûr. Et puis après, les gens disent « ah, mais ça ne s'est pas vraiment passé exactement comme ça ». Oui, alors il faut savoir qui dit ça et dans quel contexte. Justement, les médias américains, notamment CNN ou le New York Times, ont révélé, selon des sources du Pentagone, démenties par Donald Trump et toute son administration, que ces frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens n'auraient pas été aussi efficaces que cela. Ça a donné lieu à une algarade entre les journalistes, les 10 journalistes américains et Donald Trump lors d'une conférence de presse. Je vous propose qu'on écoute Donald Trump et je vous repasse la parole, Michel Onfray. Nous avons eu de gros problèmes avec CNN, qui racontent n'importe quoi. Ils sont tellement nuls que personne ne les regarde. Ils ont dit que notre action ne s'était pas passée comme cela. Et le New York Times a publié disant « Les installations étaient touchées, mais pas tant que ça ». Il semblerait que si, car on a réussi à mettre fin à la guerre. Et on dit même que c'était tellement dévastateur que si vous regardez Hiroshima ou Nagasaki, on avait aussi mis fin à la guerre. Donc là, c'était la même chose. Voilà pour ce qu'il dit des journalistes, Michel Onfray. Il a mis fin à la guerre avec ses frappes aériennes ? Pas du tout. En tout cas, là, il y a une cessation des hostilités pour l'instant. Non, mais c'est comme le 6 juin 1944, ils arrivent en disant on règle tout le problème. Régler tout le problème, c'est aller jusqu'à Moscou. Ils ne sont pas allés jusqu'à Moscou, ils sont allés jusqu'à Berchtesgaden, puis ça s'est arrêté là. Et il y a eu la guerre froide par la suite. Donc bon, ils ont gagné tout le temps et en permanence, ils font toujours du cinéma. Vous vous souvenez, on avait parlé du jour le plus long comme d'un film de propagande. Parce que l'information est une opinion, contrairement à ce que veulent dire les gens du service public qui ne font que de l'opinion dans leurs informations et qui veulent faire savoir qu'il n'y a qu'à CNews que les informations seraient des opinions. Non. Ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on commande, ce qu'on ne commande pas, tout ça, c'est mis en scène par des journalistes. Si vous passez sous silence une information, c'est une information. Si vous faites de telle sorte que ce que Macron appelle un fait divers devienne un fait de société, ce que j'ai appelé il y a peu de temps un fait civilisationnel, là, d'un seul coup, vous faites aussi de l'opinion. Mais non, vous faites aussi de l'information. Donc on ne peut pas aussi facilement jouer avec les choses. Alors cette façon de... Ce que je vous disais tout à l'heure, sans avoir su que ce seraient ces images-là, mais cette façon de dire... Le journal a dit, mais le journal ment. De toute façon, il ment tout le temps. Bon, il dit fake news. Autre question. Voilà. Et qui fait quoi ? Ben maintenant, on est dans l'ère de l'idéologie. Et on se dit, mais de toute façon, Mélenchon, il dit toujours la vérité. Moi, je vais voir ce que pense Mélenchon, et Mélenchon, il dit toujours vrai. Puis d'autres disent, Benjamin Netanyahou, il dit toujours la vérité. Donc moi, quand je veux savoir, je demande à Benjamin Netanyahou. Et on ne peut plus disserter ou commenter. J'ai eu il y a quelque temps des discussions avec des gens qui travaillent dans le renseignement, etc. Et il y avait une espèce de fixation aussi sur une ligne idéologique. Je dis, mais et le réel ? Allez voir un peu le réel, quoi. Arrêtez avec l'idéologie. Tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut avoir tort. Écoutez les arguments de tout un chacun. J'ai cru entendre, c'est pas que j'ai cru entendre, c'est que j'ai entendu que Trump aurait dit « nous allons bombarder aux Iraniens » et qu'il a laissé aux Iraniens la possibilité d'embarquer leurs 400 kilos d'uranium enrichi. Mais qu'est-ce que c'est que cette guerre ? On ne sait pas si cet uranium a été déplacé ou pas. C'est une des inconnues, effectivement, absolument, de ces frappes. Mais c'est quand même très important. Après, vous avez des faits qui sont susceptibles d'être commentés. Et moi, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas physicien, plutôt. Je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Si on bombarde de l'uranium enrichi, est-ce qu'il y a des particules qui sont susceptibles d'être dégagées dans l'atmosphère, particules qui elles-mêmes sont susceptibles d'être analysées. Donc on peut dire, il y a eu un bombardement, il a touché l'uranium enrichi. La preuve, il y a eu des dégagements de particules. Sauf que ça se passe 80 ou 100 mètres sous terre. Oui, et alors après, quand vous avez fait des trous, normalement, il n'y a plus de sous-terre et de sur-terre. Si vous avez tout pénétré, donc ça sort. Bon, écoutez, donc, c'est vrai qu'on n'est pas des scientifiques. Non, mais on peut faire fonctionner notre intelligence en disant si vous allez... Michel. Pardon ? On essaye. Oui, mais pour tout le monde. Hein. Je ne dis pas que j'en ai le monopole. J'invite à ce que chacun, justement, aille chercher en lui l'occasion de la réflexion pour dire quand on a des bombes tellement perforantes, qu'on en a envoyé tellement de tonnes, qu'on a réussi à faire sauter la montagne, et puis qu'on nous fait voir des images où tout ça a explosé, etc., puis il y a des dégagements dans l'atmosphère, puis il ne se passe rien. Il n'y a rien qui soit susceptible de montrer que l'uranium enrichi aurait été touché. La preuve, c'est qu'il serait parti dans l'atmosphère, je ne sais quoi. Si on fait fonctionner l'intelligence, on se dit tout le monde nous ment.
Tout le monde nous ment. Et quand Trump dit il ment en disant qu'il mente. Mais il se peut aussi qu'il dise la vérité. C'est le paradoxe du menteur. Quand un menteur dit qu'il ment, est-ce qu'il dit la vérité? On est sur CNews et sur Europe 1, dans Face à Michel Onfray. Il y a des images que vous avez évoquées, Michel, qui ont été diffusées par I24 News, qui est une chaîne israélienne. Des images d'intelligence artificielle, d'IA, qui ont montré une simulation de ces attaques, de ces B-2 américains, avions furtifs, triangulaires. On va décrire l'image pour nos auditeurs. On les voit survoler le territoire iranien et puis ensuite lancer leurs bombes qui rentrent très très profondément dans le sol. Et c'est vrai que tout est extrêmement bien fait, sauf que c'est de la simulation. Et c'est dit, c'est clairement dit. Mais ça participe pour vous à la manipulation de l'information ou à l'invention de scènes qui n'ont peut-être pas existé? Ah oui, ça c'est de la pure fiction. Ça c'est de l'IA, mais c'est annoncé, c'est revendiqué comme tel. Vous avez vu comment c'est annoncé d'abord. Dans les chaînes d'infos continues, c'est pas compliqué. Quand vous regardez les informations sur un écran, vous en avez 8 ou 9 à chaque fois. Vous avez le personnage qui parle, vous avez un bandeau défilant, vous avez... il faut être réveillé. Ça fait plein de choses, ça fait beaucoup d'informations. Moi je ne sais pas comment on peut faire aujourd'hui de telle sorte que des gens puissent parler, qu'on puisse avoir un bandeau défilant et qu'on puisse mettre même à côté la synthèse des informations. Je ne sache pas que Parce qu'il y a des gens qui écoutent sans le son aussi, Michel. Oui, c'est au sourd. Dans ces je vous le dis. Non, mais les gens qui n'ont pas le son et qui, avec le bandeau, et je parle en connaissance de cause pour CNews, s'informent aussi grâce au bandeau. Oui, alors c'est une information un peu brève. Quand il y a un sujet sur les réseaux sociaux. Non, mais je veux dire qu'on fabrique l'information, il n'y a pas que... On fabrique le réel, pardon. Et l'information, c'est l'art de fabriquer du réel. Donc là, on n'a rien vu, mais simplement, vous allez voir ce que vous allez voir, et on a quelque chose qui ressemble, je disais, à Top Gun. Là, vous avez des avions qui avancent majestueux, extrêmement puissants, et puis ils balancent leurs bombes, comme par hasard, la bombe, elle a un pouvoir de pénétration rare, comme c'est formidable, qui est extrêmement notable, puisque à 80 mètres en dessous, on fait tout exploser. Le feu avance, il détruit tout, voilà. Et ça, c'est le réel, ça s'est passé comme ça. Alors oui, vous avez raison, il y a un tout petit truc, c'est pas un bandeau, hein. Un tout petit truc où c'est dit image de synthèse. Image de synthèse, dans la phrase. Donc, il y a le mot simulation, c'est sûr. Si vous regardez la télé avec une loupe, vous avez vu le mot simulation. Mais les images sont tellement prenantes, au sens premier du terme, que vous êtes dans l'image. Et vous n'allez pas regarder les informations qui sont autour. C'est quand la personne qui parle est un peu ennuyeuse que vous commencez à lire le bandeau, que vous commencez à partir dans l'écran, etc. Là, l'image est faite pour vous capter totalement et pour penser à votre propre place. Puis après, quand les journalistes font leur boulot, et c'est là qu'ils sont les plus grands, et qu'ils disent non, il y a simulation, mais il y a mensonge, ça ne s'est pas passé comme ça. Si nous questionnons les faits, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de dégagement de particules radioactives, il se peut que tout ça a été dégagé par des camions, etc. Ensuite, on dit oui, mais ils ont juste fait des dégâts sur l'entrée des tunnels en mettant un petit peu de terre parce que les explosions ont recouvert tout ça de terre, etc. Sous-entendu, et puis après, on a l'information aurait été donnée de sorte que les Iraniens, qui ne sont pas stupides, auraient pu dire pas de problème, on enlève tout ce qui est susceptible d'être atteint et puis on va continuer notre programme. Tout ça, ce sont des informations non vérifiées. Non, je ne dis pas que ce sont des informations, je pense l'information. Je ne donne pas des informations. Je pense l'information en disant citoyen de base qui regarde ce qu'on lui montre, comme soupe, là, les uns, les autres, les commentateurs, le chef de l'État des États-Unis, etc. Je dis on n'arrive plus à se faire un jugement et à pouvoir dire que la guerre est arrêtée. Je pense simplement que tant qu'il y aura le régime des mollahs, Israël sera en danger. Et la guerre ne sera pas terminée. Et la répression en Iran est féroce à l'heure actuelle. Il y a des centaines d'exécutions. Tous les gens qui ont ne serait-ce que relayé des informations sur ces bombardements sont arrêtés et pendus. Même pas. Je pense que dans un régime dictatorial, vous n'avez pas besoin de bonnes raisons pour tuer quelqu'un. Le propre de la terreur, c'est ce qu'avait compris Robespierre, l'ami de Mélenchon, c'est ce qu'avait compris également Staline. Le propre de la terreur, c'est de vous faire peur. C'est pas de dire « Ah, vous avez fait un truc pas bien, et donc on va vous décapiter, ou on va vous pendre, ou vous étiez un agent du Mossad. » N'importe qui devient agent du Mossad en Iran dès qu'on a décidé de lui couper la tête, ou dès qu'on a décidé de le pendre. Donc il n'y a même pas besoin de chercher de véritables raisons. On n'a pas besoin d'être homosexuel, on n'a pas besoin d'être agent du Mossad, on n'a pas besoin d'être laïque, on n'a pas besoin pour une femme de ne pas avoir porté un voile. La terreur, c'est ça. Il faut que vous ayez peur des gardiens de la Révolution. Il faut que vous ayez peur du régime. Il faut qu'ils puissent garder la main. Il faut surtout que le peuple ne descende pas dans la rue. Donc les Iraniens n'ont pas besoin de bonnes raisons d'être antidémocratiques. Le propre de la théocratie, c'est d'être antidémocratique. Et surtout, ils veulent garder le pouvoir. Donc ça permet évidemment la situation. C'est pour ça qu'il y a un double jeu chez Trump. On ne sait pas ce qu'il veut. Il a l'air de dire bon, c'est pas une guerre, c'est juste un petit peu de force pour vous faire voir ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on se remet à la table des négociations et puis on va faire du business. Vous avez toujours du pétrole, hein, c'est toujours ça qui nous importe, etc.
Il n'est pas très fin, Trump. Ça se voit toujours quand il ment. Et puis en plus de ça, derrière, il y a toujours les arguments. Et qu'est-ce qu'il y a comme type d'argument? Du business, du fric, on veut faire ça. Alors, les juifs, les musulmans, on s'en fout un peu, quoi. Bon. Si vraiment ils pouvaient arrêter de se faire la guerre pour continuer à faire du commerce, c'est ça qu'il a derrière la tête. Le reste est couvert de mensonges en permanence. Bon. Michel Onfray, on va aussi écouter le président français Emmanuel Macron, qui lui aussi s'est exprimé dans le cadre de ce sommet de l'OTAN. Oui. Il réclame, lui, 3 cessez-le-feu. Écoutez-le. Moi, je plaide pour qu'on ait aujourd'hui 3 cessez-le-feu en même temps. Et on est de plus en plus ambitieux. Mais celui qui tient et qui a été obtenu entre Israël et l'Iran, celui à Gaza, qui est indispensable et qui est pour moi une priorité absolue, et le cessez-le-feu que nous souhaitons avoir en Ukraine pour ouvrir les négociations de paix durable. Voilà, pour le président Macron, c'est cohérent, ces 3 cessez-le-feu? Et la libération des otages, non? C'est pas, hein, ce serait bien, ça, qu'il en parle. Hein. C'est-à-dire qu'il continue à faire du en même temps. On fera une psychopathologie de ce chef de l'État un jour. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en disant on arrête que le Hamas commence par arrêter, que le Hezbollah commence par arrêter, que l'Iran commence par arrêter, et puis Israël pourra dire bon, maintenant que les gens qui nous menacent ne sont plus en état vraiment de passer à l'acte, peut-être on pourra négocier. Et lui, il arrive tout de suite en disant gardez les otages, il n'y a pas de problème, de toute façon, vous êtes en position de force. Parce qu'il dit non, mais quand vous n'en parlez pas, on peut interpréter les silences. Peut-être qu'il en a parlé avant ou après. Ah ben peut-être, mais je pense qu'il en aurait parlé. Vous pensez bien que les images auraient été choisies et qu'on nous les aurait montrées. Pas plus qu'il ne parle de Boualem Sansal, qui lui aussi est un otage. Donc cette façon de... Mais il parle régulièrement des otages au Oui, de temps en temps, quand ça fait son affaire. Mais on ne peut pas demander un cessez-le-feu à un peuple en disant c'est la même chose, dos à dos, c'est pareil. Non. Russe, ukrainien, pareil. Hein. Oui, c'est la même chose. Mais il dit on n'a pas besoin de... On peut tout à fait être audacieux, etc. Avec la voix de Giscard, quasiment. Mais on n'a pas besoin qu'il soit audacieux, ce monsieur. On lui demande de chefer l'État. Et de chefer l'État en pensant qu'il y a des otages et que tant qu'il y aura des otages, Israël se défend. On ne peut pas dire bon, il n'y a plus rien à craindre. Si, il y a à craindre. Et je parlais avec des gens qui me disaient que les otages, on ne sait pas combien il en reste de vivants, mais que peut-être s'ils ne sont pas libérés, c'est qu'il en reste assez peu ou beaucoup plus de cadavres que de gens vivants. Donc je trouve sidérant qu'on fasse l'économie de la question des otages en Israël. C'est majeur. Les gens disent ouais, de toute façon, si le Hamas libérait les otages, de toute façon, ça continuerait. Eh bien, faites-le qu'on voit. Et puis, vous verrez bien que Israël aussi a envie d'arrêter. Israël s'en prend plein la figure. Israël aussi envoie des images, commande des images, n'envoie pas des images, donne des chiffres et qui ne sont pas forcément les chiffres. Dans une guerre, la communication, c'est un instrument de la guerre. C'est pas déjà en temps de paix, l'information, c'est toujours un instrument de guerre, y compris au service des puissances économiques du moment. C'est difficile de pouvoir lutter pour la vérité. C'est ce qu'on essaie de faire à Front Populaire ou quand on travaille en gens libres, en personnes libres, mais il faut toujours se méfier, d'où l'intérêt de la tribune que vous m'offrez, que CNews m'offre et que vous m'offrez vous, Laurence, mais de pouvoir dire, faisons un travail de démontage des informations, tant la propagande est considérable, mais la propagande c'est perpétuel. L'information c'est la plupart du temps une propagande, la question c'est le degré de la propagande. Et on peut évidemment avoir une pensée pour les 2 otages français en Iran, Cécile Collère-Jacques Paris, qui sont toujours dans les geôles iraniennes, qui ne sont pas libérés et qui sont dans un état de santé, d'après leur famille, extrêmement préoccupant. Là aussi, il faudrait que l'Iran les libère. Mais bien sûr, mais un chef de l'État devrait... les États-Unis, ils font un peu ça quand même. C'est-à-dire que quand vous avez un de leurs ressortissants qui est quelque part, c'est une affaire d'État. Là, c'est pas une affaire d'État. Boualem Sansal, c'est pas une affaire d'État. Et les otages en Iran, c'est pas une affaire d'État. Les otages entre les mains du Hamas, c'est pas une affaire d'État non plus. C'est quoi les affaires d'État? C'est la fête de la musique, c'est les vasques olympiques ou c'est ce genre de choses. Alors là, oui, on le voit, le chef de l'État, sur ce genre de dossier. Un tout petit mot de l'OTAN, parce que tous ces dirigeants étaient réunis lors du sommet de l'OTAN à La Haye, Michel, une alliance transatlantique qui est évidemment sous la tutelle de Donald Trump, puisque les Américains fournissent l'essentiel du financement de l'OTAN. Je crois qu'on est à 70 ou 80% des financements américains. Et l'allié américain a dit aux mauvais payeurs, payez ce que vous devez. Donc il faut que tout le monde s'approche de 5% du PIB, ce qui est considérable. La plupart des pays européens n'y sont pas, ils sont aux alentours de 2, certains beaucoup moins. Aujourd'hui, ce sont eux les vrais leaders de l'OTAN, évidemment. Écoutez, nous en Europe et en France, depuis Giscard, Pompidou, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, il n'est pas resté longtemps au pouvoir, mais depuis la fin du général de Gaulle, on dirait. Oui, et on va l'écouter tout à l'heure, général, après la pause. Ce sont les États-Unis qui font la loi, et c'est surtout une idée stupide que la guerre c'est fini. Et puis évidemment, quand l'Union soviétique s'est effondrée, on dit « Ah, la guerre c'est enfin fini, c'est définitivement fini ». Comme s'il n'y avait qu'un seul ennemi.
et comme si un nouvel ennemi ne pouvait pas réapparaître. Et donc on s'est dit, bah voilà, la guerre, ça n'aura plus lieu, donc les budgets de la défense sont descendus, sont tombés à presque rien du tout. Et puis le général de Villiers, souvenez-vous, à un moment donné, dit... Excusez-moi, mais je suis un peu au courant de ce qui se passe en France. Chef de l'état-major, il dit on va avoir besoin de l'armée. J'avais cette semaine le général Dutart qui me disait qu'on a exactement une semaine de munitions sur un conflit de haute intensité. Après, on n'a plus rien. Une semaine. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que les autres en face aient décidé de mettre les bouchées doubles, parce qu'on a 3 jours. Et donc, c'est cette illusion pacifiste qui consiste à dire que les guerres peuvent se terminer alors qu'elles sont naturelles et qu'il faut faire avec. Et que beaucoup de gens qui nous écoutent savent que les amis sont susceptibles de devenir ennemis un jour. Et que peut-être aussi les ennemis deviennent des amis. Je rappelle que l'amitié franco-allemande aujourd'hui, c'était pas gagné en 1945. Et ça s'est construit en peu de temps, grâce au général de Gaulle, grâce à Adenauer et à quelques-uns, et avec un projet politique, etc. Mais de croire que la guerre s'est terminée, donc d'arrêter de donner des budgets, donc de ralentir une machine jusqu'à l'arrêter presque, et puis de dire après, il faudrait qu'on redémarre, mais ça se fait pas en 2 jours. On ne refait pas un arsenal militaire, puis on ne fait pas une compétence militaire. On a des gradés haut de gamme en France. Et puis on a aussi des soldats extrêmement extraordinaires, courageux. Je pense à la Légion qui est vraiment Ils sont formidables. On a ça, c'est-à-dire c'est formidable. Mais en même temps, derrière, il n'y a pas la politique. La politique ne suit pas. Puis là, on dit, il va falloir quand même qu'on s'occupe un peu de notre propre défense. Qu'est-ce qu'on fait? On la délègue. On la délègue à qui? Ursula von der Leyen parle de forces européennes, de forces militaires. Qui se réveille. Oui, qui se réveille. Elle était très endormie, la princesse. Non, mais il n'y a pas d'Europe de la défense, ça n'existe pas. Bien sûr qu'il n'y en a pas. Donc vous avez les États-Unis qui disent, nous, on fait le boulot. Mais on ne va pas le faire gratuitement non plus. Les États-Unis ne savent pas trop ce que c'est que la gratuité, la beauté du geste, etc., la liberté. Il n'y a aucune raison en même temps. Mais non. Le général de Gaulle disait ça très bien. On ne fait pas de la politique avec des sentiments et des bons sentiments. Donc il est normal que le patron de l'OTAN, ou plutôt le chef de l'État, Trump, dise on va vous protéger, mais il va falloir payer. Ça me paraît normal. Simplement, nous sommes en train de payer l'impéritie politique en matière de dissuasion militaire, en matière de... Parce qu'on a notre bombinette, mais c'est bien la bombe atomique, mais ça ne suffit pas. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont capables de faire tomber un État français aujourd'hui avec des kalachnikovs et des couteaux. Et des drones. Petite pause, on se retrouve dans un instant, Michel Onfray. On écoutera le général de Gaulle à propos de l'OTAN. On rappelle qu'il avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. A tout de suite face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on parle de l'OTAN, l'organisation transatlantique à laquelle évidemment nous appartenons. Qu'en pensait le général de Gaulle? On sait qu'il a sorti la France du commandement intégré. Écoutez ce qu'il disait en 1966 à propos de l'OTAN. L'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, il serait automatiquement impliqué dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulu. Et ce serait le cas de la France. Si l'imbrication de son territoire, de ses communications, de certaines de ses forces, de plusieurs de ses bases aériennes, de tel et tel de ses ports dans le système de commandement américain devait subsister plus longtemps. Il faut ajouter que notre pays devenant de son côté et par ses propres moyens une puissance atomique est amené à assumer lui-même les responsabilités politiques et stratégiques que cela comporte, et responsabilités que leur nature et leur dimension rendent évidemment inaliénables. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Limpide, le général de Gaulle en 1966, Michel Onfray. C'est plus que ça, c'est visionnaire, c'est génial. Et puis d'abord la langue française. À l'heure où certains nous disent qu'il n'y a pas de langue française, regardez l'intelligence du propos, le déroulement, le développé de la pensée.
Mais c'est toujours un bonheur de prendre des leçons de cet ordre-là. Alors le mot n'existait pas, donc le général n'en parle pas. Enfin, il existait, mais pas du tout dans... Je crois que c'est Mathieu Bock-Côté qui a dû plus ou moins l'amener de l'autre côté de l'Atlantique, mais le mot souverainiste est un mot emprunté à nos amis québécois qui résistent à la puissance américaine au Canada. Mais c'est une leçon de souverainisme qu'il nous donne. Quand il dit « évidemment », ça veut dire, on ne va pas disserter là-dessus. La France est souveraine, la France est autonome, la France est indépendante. Comment pourrait-on imaginer des gens assez fous pour vouloir une France qui ne serait ni souveraine ni indépendante? Eh bien voilà, nous avons eu Mitterrand, nous avons eu Giscard, nous avons eu Emmanuel Sarkozy, nous avons Hollande, nous avons Macron, et puis probablement le suivant. Le suivant sera aussi dans cette logique-là. Je n'en vois aucun, Marine Le Pen comprise, qui soit souverainiste, véritablement. On reste dans l'Europe, on ne touche pas, c'est le péché mortel de notre civilisation, de notre fin de civilisation. Et le général de Gaulle dit, mais notre indépendance, c'est ce qui fait la grandeur et la puissance et la souveraineté nationale. On ne peut pas être subordonné aux autres. Et surtout aux États-Unis. Il dit l'OTAN, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, si on entre dans l'OTAN, on est sous commandement américain. Et quand Nicolas Sarkozy fait revenir la France à l'OTAN, c'est clairement une façon de dire, oui, effectivement. Alors il est peut-être pragmatique, Nicolas Sarkozy, en disant, moi je vois les comptes, tout seul on ne pourrait pas. Donc il n'est pas idéologue, il est pragmatique, il regarde, il dit, on ne peut pas, donc on revient là, parce que si vraiment quelque chose nous arrive, seuls les Américains pourront nous protéger. C'est une question qu'il pose, enfin du moins dans le geste qu'il fait à cette époque-là, il y a matière à questionnement pour savoir si nous avons les moyens de notre souveraineté et de notre souverainisme. Chef de l'État qu'il était, il avait probablement les informations qui lui permettent de répondre, nous n'en avons pas les moyens. Mais aujourd'hui, ça doit pouvoir se penser à nouveau frais. Qu'est-ce qu'on est susceptible de faire? Quand le général de Gaulle dit la bombe atomique suffira ou suffirait, hélas, comme il dirait 3 fois, mais non. J'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois avec vous, mais quand la bombe atomique est susceptible de devenir un instrument du djihadisme, et qu'elle ne tue pas, mais qu'elle sauve, puisque finalement, quand vous tuez des gens, ça vous permet d'aller au paradis, si vous le faites au nom d'Allah, la dissuasion nucléaire doit être repensée. C'est plus du tout la même chose. Quand il s'agit des États-Unis et puis de l'Union soviétique, et que le général de Gaulle ne veut ni du capitalisme des États-Unis, ni du communisme de l'Union soviétique, mais une troisième voie, proudhonienne, ceci dit en passant, et qu'il veut l'association du capital-travail, la décentralisation, enfin toute la grande pensée politique du général à la fin, pour répondre à mai 68, il pense les choses dans la configuration du moment. Je dis une vérité de la balise. Mais aujourd'hui, les configurations ont changé. Macron n'a pas les moyens, ni intellectuels, ni de vision du général, et il est juste en train de dire des choses. Après ça, je ne voudrais pas qualifier ce que pense. Bien peu ont la stature du général de Gaulle, pour être très honnête. Si vous n'avez pas la stature du général de Gaulle, entourez-vous de gens qui en ont la stature. Ce que faisait le général de Gaulle sur certains sujets, quand Philippe de Chartres était questionné sur des sujets, je le sais par son fils Emmanuel, eh bien, le général de Gaulle venait, ils avaient une discussion à bâton rompu sur les tragédies de Racine, et puis après il dit, au fait, sur la question du nucléaire, dites-moi, et l'autre lui dit 2 ou 3 trucs, il dit, d'accord, très bien, j'ai pris note, et le général décide. Vous savez pas tout, quand vous êtes un chef d'État, vous avez la vista, vous avez la possibilité de voir la France que vous projetez dans le temps, et puis sur des sujets éminemment techniques, vous demandez aux techniciens. Vous dites au chef d'état-major, venez, dites-moi, expliquez-moi, faites-moi un petit topo, et puis vous tranchez, et puis vous décidez. Là, c'est exactement la même chose. Vous faites venir 2 ou 3 personnes qui comptent dans le nucléaire militaire. On a des têtes parmi plus que les généraux, le haut état-major, l'état-major, et puis de dire, donnez-moi 3 ou 4 hypothèses, je veux ceci. Politiquement, c'est ce qu'il nous faut. Il faut une indépendance nationale, peut-être avec une mutualisation européenne, ça ne s'interdit pas, mais avec quels amis? On a cru pendant très longtemps que les Allemands étaient nos amis. Et il y a des gens maintenant qui ont quand même enfin compris qu'ils n'étaient pas nos amis et qu'eux jouaient leur carte personnelle, les Allemands, dans l'Europe. Et ils avaient bien raison. C'est ce que tout chef d'État devrait faire. Quand on présente Trump qui nous dit les Américains d'abord comme un fasciste, je dis mais c'est pas du fascisme pour un chef d'État de dire les Américains d'abord. Comme dans une famille, il paraît nécessaire de dire mais ma famille d'abord. Et de dire excusez-moi, mais si effectivement on me donne, il faut que je choisisse. Moi je veux bien choisir l'humanité entière, mais concrètement c'est pas comme ça que ça va se passer. Le général défendait la France et les Français. Aujourd'hui on a des chefs d'État et des grands patrons de partis politiques qui ne défendent ni la France ni les Français, mais le petit business de politique politicienne. Exactement. Grandeur et décadence, mon cher Michel, on passe du général de Gaulle à Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon veut la créolisation de la langue française, c'est un de ses buts. Il veut même qu'on rebaptise la langue française. Les Français s'y feront, dit-il. On va écouter le leader de la France Insoumise. Notre vision de la francophonie n'est pas la vision d'un soft power à la française, si je peux utiliser un mot anglais ici, mais véritablement une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune. Et si quelqu'un pouvait trouver un autre mot
que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi? Parce que, premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones. Ils parlent leur langue maternelle et du coup, ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle. Dès lors, la langue française n'est pas la propriété singulière de la nation française, et en particulier, certainement pas celle de ceux qui voudraient figer l'identité française dans sa langue. Voilà, Michel Onfray, je vous laisse aller contrer les arguments de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, j'apprécie que le langage des images nous permette de voir que la garde-robe de Fidel Castro a été récupérée par Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a, on le rappelle pour nos auditeurs, la vareuse et le petit col. Les poches, le truc vert, là, des militaires, donc tout est formidable. Après, je pense que Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'une espèce d'a priori favorable. Il est cultivé. Il connaît des choses. On en avait parlé la semaine dernière. Il connaît l'histoire. Oui, mais il faut le redire, sans cesse. Oui, on dit il est lettré. Non, mais ça, c'est un discours de demi-habile. C'est-à-dire, évidemment, ça peut impressionner un certain nombre de crétins qui n'ont pas les informations. Et ils sont nombreux, ceux qui commentent, et les journalistes et ce genre de choses. Donc c'est assez facile de briller en tenant ce genre de discours. Notre langue n'est pas la nôtre, elle appartient à autrui, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors lui qui est si intelligent, qui est si grand, qui est si cultivé, qui connaît tellement bien la Révolution française, il doit connaître l'abbé Sieyès, qui a écrit un livre sur la régénération des Juifs. Qu'est-ce que c'est régénérer? C'est dire que ces gens sont dégénérés. Donc... Quand il parle de la France, mais ça c'est le discours du wokiste, la France n'existe pas indépendamment des autres. Là, une fois, c'est quand elle est pénétrée de l'extérieur par des ennemis, Nicolas Beau adorait ça, les beaux Allemands puissants, etc., qu'elle est véritablement elle-même. Mais s'il s'en va voir Sieyès, le conventionnel de son cœur, et qu'il voit ce qu'a été la théorie de la langue de l'abbé Sieyès, qui était évêque constitutionnel, c'était une théorie qui visait à détruire les langues régionales. 40% des Français parlent déjà une langue étrangère. Ok, mais la langue commune, non, il ne parle pas une langue étrangère. Il parle une langue décadente, une langue abrutie. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes dans un lycée ou dans un collège, par exemple, et que vous allez faire des interrogations avec les visages floutés, et vous avez un gros plan sur les baskets, ils ont tous des baskets et puis des jeans ou etc. Vous voyez la non-langue, si je puis me permettre l'expression. C'est un sabir incroyable, avec un accent pas possible. Ça n'est plus la langue française. C'est une espèce de débit dans lequel il n'y a plus ni phrase, ni paragraphe, ni développement, ni sujet, ni verbe, ni complément, avec des mots... Enfin, c'est devenu ça, la créolisation. Simplement, Mélenchon, et c'est un idéologue, et il est parti d'une idée qui est celle d'Édouard Glissant sur la créolisation, et il pense que tout mélange est formidable. Il oublie juste, c'est pour ça c'est un demi-habile, mais que Glissant lui-même dit que ça ne marche jamais sans violence, la créolisation. C'est le théoricien de la créolisation qui nous dit que ça ne marche pas sans violence. Toujours, Et donc voilà, on revient à la violence, et il dit qu'il faut absolument imposer une violence linguistique aux Français. Ah, vous parlez le français des vieux. D'ailleurs, je rappelle que ce monsieur fait carrière en disant il y en a marre des blancs, il y en a marre des mâles, il y en a marre des machos, il y en a marre des phallocrates et il y en a marre des gens de tradition chrétienne. Il est blanc, il est vieux, il est macho, il est de tradition chrétienne. Voilà. Alors qu'il commence par laisser la place ce fil rouge, aux autres. De la violence. Mais oui, c'est toujours la violence. Et il veut faire... c'est la violence faite à la langue. Comme il faut faire des violences à l'histoire. Comme il faut faire des violences à la littérature. Il y a quelque temps, il nous disait que des gens comme Rabelais, aujourd'hui, on ne pouvait plus les lire, plus les comprendre. Sous-entendu, mettez-moi ça à la poubelle. D'autres diraient, dans un esprit gaulien, eh bien, apprenons aux enfants à lire Rabelais et à comprendre la langue qui était celle de Rabelais. Et rien n'interdit les traductions de Rabelais ou les traductions, les adaptations, je dirais, de la langue de Rabelais ou les adaptations de la langue de Montaigne dans un français qui soit susceptible d'être compris par tout le monde. Mais oui, on ne peut plus lire le français du XVIe, ni le XVIIe. Ni le 18e, ni le 19e, ni le 20e. Donc on ne lit plus. Et là, il est en train de nous dire, du passé, faisons table rase. Derrière Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours cette obsession marxiste de faire de telle sorte que du passé, on fasse table rase. Donc la musique, il faut la détruire. La musique classique, par exemple. La littérature classique, il faut la détruire. La langue française, il faut la détruire. L'histoire de France, il faut la détruire. Pour créoliser tout ça et mélanger tout le monde. Qu'il commence par lui-même. Michel Onfray, on est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit mot sur cette fête de la musique du week-end dernier qui a laissé un goût amer. Il y a des endroits où ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup d'endroits aussi. Il y a eu des agressions, des incidents, des dégâts en tout genre. Et puis 145 personnes qui ont été piquées, attaquées à la seringue. C'est pas un phénomène nouveau, mais là, ça a pris quand même une ampleur assez importante. 145 personnes qui se sont manifestées auprès des services de police. Écoutez le témoignage d'une jeune fille, elle s'appelle Julie, qui a été victime de cette attaque à la seringue. On est arrivé samedi à Herblay-sur-Seine. Donc, on voulait fêter la fête de la musique. Donc, j'étais avec 3 amis.
on s'amuse, il y a la musique, on danse. Alors, il y avait une scène ici, et on était dans la foule, parce qu'il y avait plusieurs personnes, et on était dans la foule. Ensuite, il y a un monsieur qui m'a bousculée, et en bousculant, il m'a injecté une piqûre, donc une seringue dans le bras. Et j'ai senti tout de suite que c'était une piqûre, parce que j'ai senti le pic dans le bras. Donc, il n'y avait pas de piqûre apparente au début. Alors, 30 minutes plus tard, on est parti aux urgences parce que je commence à avoir des symptômes. Fourmis dans le bras lourd, de la température. On m'a pris à part pour m'ausculter. Et le médecin m'a dit que je devais faire 3 prises de sang. Donc, une demain, une dans 6 semaines et une dans 12 semaines. Pour vérifier tout ce qui m'a mis sur l'ordonnance. Donc, VIH, ça a été compliqué. Les émotions étaient dures. Donc, j'ai fait des crises d'angoisse à cause de ça, parce que je me suis dit, il m'a tout injecté dans le sang, donc il y a plusieurs possibilités de maladies. Et ça m'a fait vraiment paniquer. Donc j'avais un bleu, maintenant ça s'est estompé, mais j'avais un bleu sur le bras et une piqûre, donc un signe de piqûre. Le médecin des urgences m'a proposé de porter plainte, mais ils m'ont dit que ça n'allait pas aboutir parce qu'on ne reconnaîtrait pas la personne qui m'a piqué. Voilà pour le témoignage de Julie, édifiant, et surtout la réponse, on lui dit ne portez pas plainte, ça ne sert à rien. Eh oui. Je ne suis pas juriste, mais je crois qu'on définit le viol comme une pénétration du corps. C'est un viol. C'est sympa. C'est-à-dire que ce avec soit... injection d'un produit en dont plus. on ne connaît pas la nature. On ne va pas rentrer dans le détail du viol, mais avec des doigts ou avec des objets ou des trucs comme ça, ça s'appelle un viol. Et je pense que quand on pénètre le corps de quelqu'un, évidemment son corps défendant avec une seringue qui plus est chargée d'un produit toxique. Parce que quand on a pu avoir des substances, c'était des substances qui... il y avait de la kétamine dans certains. Voilà, on a parlé de kétamine. Il y en a eu à Caen. Hein. Je veux dire, là, on parle de Paris, mais moi, j'ai vu à Caen comment ça s'est passé. Moi, j'habite au 5e étage dans un immeuble où il y avait 4 ambulances avec des feux clignotants en permanence dans l'école, juste en dessous de chez moi. Je me dis, que font 4 ambulances avec les gyrophares qui tournent? Qu'est-ce qui se passe? J'ai cherché dans la presse par la suite, rien. Rien. On ne peut pas dire, là, il y a 4 ambulances qui sont en train d'attendre en cas de besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir les gyrophares qui tournent dans ces cas-là. Vous êtes garé, on vous appelle et vous partez. Et quand 2 d'entre elles sont parties, ça s'est mis à faire des pimpons, c'est parti. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces ambulances? Donc, je pense qu'il y a une espèce de silence aussi, de chape de silence sur ce qui s'est passé, véritablement. Donc, on a des cas, c'est dit, c'est raconté un peu. Certains médias n'en parlent évidemment pas. Mais ça s'appelle un viol. Ça s'appelle un viol que d'injecter un produit qui vise à détruire le libre arbitre ou la conscience ou la volonté des gens. Parce que j'imagine que des gens qui procèdent comme ça, il suffit de suivre la personne que vous avez piquée et à un moment donné, elle peut tomber dans les pommes. Et puis vous pouvez en disposer. Femmes et hommes, d'ailleurs. Il y a des jeunes hommes aussi qui ont été agressés. Oui, de la même façon. Alors il y a probablement ce genre d'explication. Puis après, il y a l'espèce de délire de notre époque. C'est plus une fête de la musique, c'est une espèce de grande orgie, où ça vomit, où ça boit, où ça dégueule partout, il y a du vomi partout sur les trottoirs, il y a des canettes, il y a des saloperies partout, enfin, il y a des gens qui font du bruit, certains font vraiment de la musique, d'autres c'est pas vraiment de... Assez peu font de la musique. Pardon. En réalité, il y en a assez peu qui font vraiment de la musique. Puis il y a des gens qui feraient vraiment de la musique, qui sont couverts par les décibels d'autres qui ne savent pas que le solfège existe. Et donc, jadis, les fêtes, c'était fait pour faire tomber la pression. C'est-à-dire, il y avait une pression chrétienne, par exemple, il y avait ce qu'on appelait une fête des ânes, et on entrait avec un âne qu'on tirait par la queue en marche arrière. Il y avait quelqu'un qui était déguisé en évêque et qui rentrait dans l'église. L'église permettait ça parce qu'on disait entre telle heure et telle heure, vous allez pouvoir tout faire, vous moquer du curé, des prêtres, etc. Mais après, terminé. Puis après, c'est fini. Puis on retrouve là aujourd'hui, mais c'est permanent. C'est permanent parce que tout est occasion de fête. Si vous avez une fois la fête de l'âne dans l'année, là vous avez la fête de la musique, vous avez la fête des footballeurs, vous avez la fête de Halloween, vous avez le 14 juillet qui va arriver, etc. Et puis voilà, on fout le feu dans les voitures au 31 décembre du Morov. C'est normal, il faut bien qu'il... On n'en parle même plus. À un moment, le ministère de l'Intérieur ne publiait même plus les chiffres. Eh bien, il y a quelques temps, avec Darmanin, on avait même et quelques autres. Je ne sais pas, parce que Darmanin va encore me faire un texto pour dire que c'est non, lui, il les a refait publier. Oui, mais enfin, peu importe sur M. Darmanin. Mais je veux dire qu'il y a une époque, la communication, c'est moins que l'an dernier. Oui. Donc le succès, c'était de dire c'est moins que l'an dernier. Michel, le point philo, il faut absolument qu'on le fasse. Oui. Il est l'heure du point philo face à Michel Onfray. Alors là, vous allez nous parler d'Arthur Schopenhauer. Expliquez-nous de quel ouvrage il s'agit. Schopenhauer a écrit un très gros livre quand il avait 19 ans, enfin un livre, puis c'est devenu un très gros livre qui s'appelle Le monde comme volonté et comme représentation.
Et il y a toute sa philosophie. On ne va pas rentrer dans le détail de sa philosophie, mais il dit en gros, le pire est toujours certain. Et il dit, quand on ne souffre pas, on s'ennuie. Il dit la souffrance, l'ennui, c'est le dimanche, et la souffrance, le restant de la semaine. Donc, une philosophie très tragique. Et dans les aphorismes sur la sagesse dans la vie, il y a un petit passage très intéressant qui est une histoire. Et il nous dit, mais un troupeau de porcs-épics, l'hiver, par exemple, a froid, ils se rapprochent parce qu'ils ont froid. Mais comme ils se rapprochent, ils se piquent, donc ils s'éloignent, ils ont froid, ils reviennent, etc. Mais il dit, les humains, c'est ça. C'est-à-dire que si on est tout seul, on s'ennuie, on se rapproche d'autrui et on se pique à autrui, et c'est jamais très drôle d'être tout seul et de ne voir personne, et puis parfois de voir des gens. Des fois, vous voyez des amis, ils s'en vont, et vous dites... Pff. Et donc, les gens connaissent ce genre de choses, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est l'état de guerre, quand il appelait ça l'insociable sociabilité. On est sociable, mais on est insociable en même temps. Et c'est une insociable sociabilité, il faut compter avec ça. Et Schopenhauer, il dit, la bonne solution, c'est la bonne distance. Ni trop près, on évite de se piquer, ni trop loin, on évite d'avoir froid. Et il dit, la bonne distance, c'est quoi ? C'est la politesse. Les bonnes manières, la politesse. Et on pourrait imaginer qu'en matière de guerre, c'est ça. C'est-à-dire que les pays qui se rapprochent trop, les pays qui... la Russie qui rentre en Ukraine, là, vous ne pouvez pas mieux piquer l'Ukraine, là, pour le coup. Il faut trouver la bonne distance. Et ce serait quoi la politesse des nations ? La politique. Ce serait la diplomatie, ce serait l'art non pas de fabriquer des paix après qu'il y ait eu des guerres, parce que c'est trop coûteux, mais faire de telle sorte que les guerres ne surgissent pas. Et que nous sachions qu'il est dans la nature humaine de se comporter comme ça. Mais les guerres sont naturelles, c'est ça ? Oui. Elles sont naturelles. En fait, c'est ça le penchant naturel de l'homme, c'est la guerre. Bien sûr. C'est pas la paix. Vous prenez les hommes, ils se battent contre les animaux, après ils se battent entre tribus, et puis ils se battent pour posséder les femmes. Enfin, toute la mythologie raconte ça. Puis après, quand vous êtes puissant, vous vous battez contre les tribus associées, et puis vous faites des guerres, et puis voilà. Et les gens qui nous disent mais non, c'est le capitalisme qui a généré la guerre, c'est-à-dire quand on était dans la frugalité, quand on allait pêcher le saumon dans la rivière, quand on allait prendre les baies sauvages, etc. Il n'y avait pas de guerre. C'est à partir du moment où on a commencé à inventer l'agriculture qu'on s'est dit, ici je me fais mon champ et puis je vais cultiver mes légumes, ici je vais mettre mes poissons et puis comme ça quand j'en aurai besoin, etc. Quand on a commencé à domestiquer les sangliers par exemple pour faire des porcs et les manger, et là les gens nous disent le capitalisme a produit la guerre. Parce que du temps de Néandertal c'était super. Oui c'est ça, il y a effectivement des philosophes, Raoul Vaneigem dit ça, qu'il y a une époque où c'était formidable les hommes entre eux, d'ailleurs quand on découvre des ossements aujourd'hui, des squelettes, il n'y a jamais de traces de guerre. Eh bien, c'est faux. C'est consubstantiel à l'homme, la guerre. Il n'y a pas un moment dans l'existence où on dira, ça y est, les guerres ont disparu. Et donc la paix est une construction, au contraire. Nous sommes naturellement belliqueux. Schopenhauer dit l'homme est un animal frappeur, il n'a pas tort. Et nous sommes culturellement susceptibles de fabriquer de la paix. Mais entre vous et moi, entre moi et les autres, entre la famille et moi, etc., naturellement, c'est la guerre. Et puis après, on a la politesse, on a la courtoisie, on a l'intelligence, on a le vocabulaire, on a tout ce qu'il faut pour tenir à distance la guerre. Puis vous avez des gens qui, quand ils n'ont plus le vocabulaire, quand ils n'ont plus la raison, l'intelligence, le discours, le langage, ils commencent par vous donner des coups. Et vous voyez d'ailleurs dans les prisons, on a rarement des bac plus 10. Vous avez des gens qui sont en délicatesse avec la langue. Alors les gens qui pratiquent le créole, la langue créolisée de Mélenchon, la plupart du temps, des gens qui ont 40 mots de vocabulaire et encore, avec lesquels évidemment vous ne fabriquez pas la possibilité d'une intersubjectivité, d'un rapport avec autrui. Donc la guerre c'est ça, c'est naturellement la bête qui parle en nous, c'est le cerveau reptilien, et puis après vous avez le cortex qui est là et qui de temps en temps dit retiens-toi, parle, explique, négocie, dialogue, etc. On n'arrêtera pas les guerres, simplement le problème c'est qu'on n'a pas aujourd'hui de gens qui soient capables de produire la politique des nations. Le général de Gaulle fabriquait une politique des nations. La politique que le général de Gaulle fabriquait était une politesse des nations. Et les politesses, c'était je sais que tu peux m'agresser, si je m'approche un peu trop de toi, tu vas me piquer. Je ne veux pas non plus être tout seul et être enfermé dans ma tour d'ivoire souverainiste. Fabriquons des relations qui sont des relations de politesse, de courtoisie et de bonne manière. Passionnant, en tout cas, cette lecture d'Arthur Schopenhauer que vous nous recommandez, La sagesse dans la vie. C'est bien ça. Alors, aphorisme sur la sagesse dans la vie, et ça, vraiment, ça peut se lire par tout le monde. Même cet été. Surtout cet été, parce qu'il parle des coups de fouet, des cochers, il parle des tables qui tournent, c'est un philosophe qui parle de choses extrêmement correctes. Des femmes très misogynes. Bon. Mais on lira quand même. Oui. Bon, merci beaucoup Michel Onfray, c'était passionnant cette heure passée en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.